Et nous allons chanter l'hymne national, le premier couplet. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime monte, pourchassant à jamais les justices et la honte, qui monte encore, et calme nos alarmes, qui prône la vertu, et repousse les âmes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Gabon, oyez. Alors, comme il est la coutume, on donne la parole à celui qui est parmi nous, considéré comme l'originaire du village. Donc, je vais donner la parole à l'Andiamian Washington, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Bonsoir. C'est parlé depuis le matin. Bref. Je suis Andiamian Washington, américain d'origine gabonaise. Nous sommes parmi vous ce soir. Vous avez constaté. Vous faisons un peu le tour du monde pour échanger avec les Gabonais de la diaspora sur notre positionnement face notre positionnement vis-à-vis du CTRI, du président Oligui. Donc, nous, ici, quand je parle de nous, je parle des activistes gabonais de la diaspora qui sont repartis au Gabon et qui travaillent avec le CTRI. Donc, voilà, nous allons, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, nous allons tenir avec vous, avoir des échanges cordiaux et francs et sincères. Merci. Donc, en termes de programme, on va commencer par une présentation rapide de chacun, en maximum 2 minutes. Ensuite, on va parler un peu des réalisations qui sont faites au Gabon et des opportunités qui vont avec, enchaîner avec les enjeux. Et puis enfin, on vous donnera la parole pour les questions-réponses. En réalité, c'est pour ça qu'on est aussi venu, pour vous entendre et échanger avec vous. Donc, je vais commencer par Ragnar, qui va se présenter rapidement, et puis on va aller jusqu'au bout. Et c'est la seule femme du groupe qui va se présenter en dernier. Bonsoir à tous. Je suis Ragnar, gabonais, vivant présentement au Gabon. J'ai passé toute ma vie en France. Ce qui nous amène ce soir, déjà merci pour les gens qui sont venus, et encore désolé pour le retard. Nous avons l'ADN gabonais, il faut qu'on change ça plus tard. Ce qui nous amène ce soir, en fait, c'est parce qu'on s'est dit, beaucoup parmi nous partiront au Gabon depuis le 30 août. Certains activistes comme nous, comme moi et les autres qui sont là, il y a certains qui manquent, qui n'ont pas pu être là avec vous. On est rentré. Et comme le dit le bâtisseur, lui qui a vu doit témoigner. On est allé, on a vu, pour la plupart ici, on a fait le tour, on va dire, des provinces, on a vu des chantiers, on a vu des réalisations des écoles, on a vu des jeunes Gabonais aujourd'hui entreprendre dans le transport qu'on appelle taxi gang. Donc c'est un honneur pour nous d'être parmi vous aujourd'hui et que tout le monde
Et ceux qui sont au Gabon, à travers les réseaux, regardent et écoutent, parce que c'est important de le rappeler, parce que nous sortons de très loin. Nous sortons de très loin, ça veut dire qu'on avait un pays embrigadé par beaucoup de choses, des étrangers, la malgouvernance. Aujourd'hui, nous avons un homme qui veut rebâtir le Gabon avec tous les Gabonais. Il ne veut pas bâtir le Gabon à lui tout seul. Il veut que tous les Gabonais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis et nous savons que vous avez la mentalité qu'il faut pour accompagner le bâtisseur. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie, Stéphane. Merci. Alors, je vais donner la parole ensuite à Yannick. Bonsoir à tout le monde. Je suis déjà très heureux de voir une partie de la communauté gabonaise du Maryland. Je suis très honoré d'avoir monsieur l'ambassadeur qui nous a d'ailleurs convié à un repas mexicain aujourd'hui, et ça nous a fait plaisir. Je suis aussi très heureux de me rendre compte qu'il y a notre consul général qui est là, tout en élégance. Et je suis vraiment très content de me retrouver avec des compatriotes qui sont fiers d'être gabonais. Je m'appelle Yannick Donga. Ça faisait 8 ans, 3 mois et 7 jours que je n'étais pas rentré dans mon pays, le Gabon, parce que je suis en exil politique. Je viens du Canada, et sinon je suis originaire de Congo, où le président de la transition sera pour la 4e fois en moins d'1 an. Nous sommes venus vous faire partager en fait ce petit moment d'échange en vous disant que nous ne sommes pas plus légitimes que vous en tant que Gabonais. Nous sommes ces Gabonais-là qui ont choisi, à un moment donné, le 30 août 2023, de s'allier à des personnes qui ont décidé de se réapproprier le Gabon. Ce n'est pas quelque chose de facile parce qu'il a fallu un certain temps pour que le président nous rencontre et nous expose sa vision qui nous a tout de suite convaincus. Parce qu'un homme gabonais qui décide de construire le pays est forcément notre frère, notre ami et notre allié. C'est pour ça que nous avons presque tout abandonné pour joindre le wagon, la locomotive du changement, que nous ne pourrons réussir que si tous les Gabonais s'allient à ces compatriotes qui ont pris leur courage et ont arraché le Gabon des mains de ces imposteurs. Donc nous sommes là pour vous exposer un peu ce qu'on a vu, qui nous sommes et comment est-ce qu'on pourra tous accompagner le changement qui est le maître mot de ce que nous sommes en train de faire. Je vous remercie. L'anglais a déjà parlé. Bonsoir à tous. Non, c'est là. Comme vous pouvez le remarquer, je suis la seule femme du groupe. Parle plus fort. C'est pas parfois marrant. Alors, moi, je suis Claire Numan. Souvent, je vais me présenter comme une ancienne activiste politique, mais je pense que j'ai encore les gènes de l'activiste dans mon corps. Parce que parfois, quand je vois des injustices, je me lève toujours et je me mets à crier, même si ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le bon moment pour le faire. Avec les garçons, nous avons décidé de parcourir l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, à la rencontre de nos citoyens, à la rencontre de nos compatriotes, de notre communauté, afin de faire passer un message, vous présenter à peu près ce que nous on a vu comme évolution dans notre pays, présenter les enjeux et peut-être vous présenter les opportunités pour certains investisseurs ici présents. Donc c'est un peu ça notre rôle ici. Et ensuite nous allons échanger pour comprendre les doléances, les besoins de chaque communauté vivant en Europe, à l'étranger, en Amérique et en Afrique. Pour ma part, je suis ravie d'être ici, avec vous, avec nos frères. Je remercie Monsieur l'ambassadeur pour l'accueil d'aujourd'hui ce matin. Je remercie Monsieur le consul, Alain Serge. Merci aux Gabonais qui sont ici présents, Gabonais et Gabonaises. Merci pour le déplacement, parce qu'apparemment, les États-Unis, ce n'est pas facile pour se déplacer. Alors, je vous remercie pour votre temps, pour le temps que vous avez pris pour nous accorder ce soir. Donc, je vais m'alimiter là. On va essayer de commencer parce qu'on est un peu en retard pour le déjeuner ou le dîner. Je ne sais pas comment vous appelez ça, le dîner. On va essayer de commencer notre présentation. C'est Stéphane qui commence parce que c'est lui qui a la langue bouche qui aime beaucoup parler.
Donc, c'est lui qui va présenter et puis nous, on continue. Merci beaucoup. Elle dit je ne parle plus. Je ne parle plus. Oui, alors, on va commencer par les réalisations. Il y a une fenêtre qui s'ouvre au Gabon et cette fenêtre nous permet de voir des réalisations qui annoncent d'autres réalisations. D'abord, il y a à peu près 1900 km de routes qui ont été réalisées durant ces moins de 2 ans. Et comme le président l'a dit la dernière fois, on était sur le 7 km en 7 ans, que vous connaissez tous. Et là, quand même, on a 1900 km de route. Et dans les 1900 km de route, vous avez non seulement les axes principaux, donc là, les gens peuvent en témoigner, déjà la nationale. Ensuite, à l'intérieur du pays, vous avez une ville comme Dono, qui est une ville très, on va dire, mythique et stratégique pour les raisons que vous connaissez. Ou pour accéder à Dono, c'est très compliqué depuis Libreville. Et même de Dono vers la Guinée équatoriale, c'est très compliqué. Mais en ce moment, il y a la route qui est en train d'être faite, donc pour arriver à Dono et également pour aller jusqu'en Guinée équatoriale. Vous savez que quand on arrive à la frontière avec la Guinée, on dit déjà aux Gabonais de se laver à la frontière. Même, c'est la même chose à Medellín. Il y a même une vidéo que j'ai aujourd'hui qui montre les changements qui ont été opérés depuis l'avènement du CTI, mais ça faisait honte aux populations locales qui sont les populations frères. Hein. Mais quand tu arrives quelque part, on te dit, bon voilà, nous on est en 2x2 voies ou 2x4 voies, il faut que tu te laves, tu es sale. En fait, à un moment donné, ça touche l'honneur. Ça touche vraiment, et nous on l'a vécu quand on est allé à l'inauguration d'interconnexion entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Il y a donc les routes, l'infrastructure. Sans infrastructure, on ne peut pas transporter la richesse, donc on ne peut pas la développer depuis nos zones rurales qui travaillent vers les zones où on peut consommer ou vers les marchés. Il y a également les infrastructures de type bâtiment. Donc aujourd'hui, on a la cité d'Emeraude qui va en réalité être un concentré de toutes les administrations gabonaises. Ça se situe à côté de l'Immaculée Conception. Donc le projet est très très avancé. Je pense que très rapidement, ici maximum 1 an, je crois que ce sera fini et inauguré. Et là, vous aurez des opportunités. Là, on parle vraiment en termes d'opportunités parce que je sais que vous êtes une diaspora qui ne voit pas les problèmes que comme des problèmes, mais des opportunités. Une opportunité de faire quoi? Des services autour de ça. Quels sont les différents services? À vous de voir. Donc les services de convergence, même les services de restauration, parce qu'autour de la zone, c'est-à-dire qu'on aura vraiment un concentré de population qui vont devoir consommer beaucoup de choses. Donc aussi bien les biens, les denrées, etc. Ce sont des opportunités. Vous avez également, à côté de la cité Morode, alors vous avez le bâtiment de Gabon 24, on n'en parle pas toujours, mais Gabon 24 n'avait pas de siège, ils étaient logés dans la présidence. Aujourd'hui, si vous arrivez en face de l'entrée, on va dire l'entrée qui est du côté du commandement en chef de la garde républicaine, vous allez retrouver donc le nouveau bâtiment quasiment fini également de Gabon 24. Vous avez le carrefour Akaye qui a été livré, donc ça s'appelle le carrefour La Place Avera, qui est au niveau de avant le pont Lomba. Alors je pense que quand on arrive à Libreville et qu'on arrive dans cette zone, on a l'impression de ne plus être dans Libreville. Tellement ça change. La grande nouveauté, c'est que ça a été la société adjudicataire, c'est Mika Service, donc qui est la propriété de M. Alain-Claude Kwakwa. Donc c'est une société gabonaise qui a remporté ce marché et qui a livré. Et beaucoup de Gabonais y sont. Il y a des plateaux sportifs, il y a le Wi-Fi, il y a beaucoup de choses dans cette zone qui sont très prometteuses. Vous avez la même société qui a également gagné le marché de la construction d'un giratoire au niveau du camp de Gaulle. Donc on a normalement les vidéos de tout ça. Bon, malheureusement, il n'y a pas de vidéo projecteur pour vous les montrer. Mais il y a un giratoire qui va permettre de partir du camp de Gaulle vers Kalika, donc par le dessous. Et puis vous avez donc le giratoire qui permet maintenant d'empêcher l'embouteillage, parce qu'il y a de gros embouteillages au camp de Gaulle, parce que toutes les voitures se croisent en bas. Donc l'idée, c'est de faire monter celles qui vont vers l'aéroport, vers le lycée d'État, et puis de faire croiser celles qui viennent du camp de Gaulle. Ce projet est en train de vraiment avancer, parce que quand on est parti, on voit que les artères sont ouvertes. D'ailleurs, le Gabon a dû prendre une partie du camp de Gaulle, qui est un camp français, comme vous le savez, pour pouvoir justement ouvrir le plus tôt l'entrée vers le camp de Gaulle. Donc ça, ce sont des chantiers qu'on voit. Maintenant, à l'intérieur du pays, et en termes d'éducation, vous avez d'abord la rénovation de toutes les universités. Une enveloppe de 13 milliards a été débloquée, à peu près 3 milliards par université, UOB, USTM et toutes les autres, donc Locus. Et aujourd'hui, on voit les travaux très avancés. L'UOB, c'est le parent qui était un peu en retard. Le président en a parlé d'ailleurs lors de son dernier passage à l'UOB parce qu'il y a eu des difficultés de fonctionnement. Il y a une prévision de 20 000 logements étudiants qui seront construits.
150 000 logements pour les fonctionnaires, ça ce sont des annonces qui ont été faites, 10 000 taxis-gab, ça ce sont aussi des annonces qui ont été faites. Et puis après, il y a l'université de Moula qui est en train de sortir de terre. Il y a l'université d'OIM, on s'est un peu plus ralenti là-bas, mais il y a quand même déjà ils ont déjà fait le terrassement, ils ont commencé les travaux. Vous avez le lycée des sciences et technologies Paul Kouya, qui était donc dans le Gololo. Ce lycée, il a été transformé en institut supérieur de technologie. Ce sont des opportunités pour les Gabonais, non seulement dans la construction, mais également, dès qu'on parle d'université, on parle d'une nouvelle population, qui est une population étudiante, qui va consommer différemment. Alors, si je vous parle de tout ça, et on peut en dégrainer comme ça, il y a plusieurs mesures, hein, le retour des bourses, les rappels, on va passer à la deuxième vague de rappels. Ce sont des mesures, mais derrière l'infrastructure, il y a des opportunités. Par exemple, aujourd'hui, les communautés ouest-africaines sont en train de se préparer à ouvrir des boutiques adaptées aux nouvelles populations qui vont justement aller à Mouila. Parce que quand on parle d'étudiants, on parle de quoi? On parle des fournitures scolaires différentes, on parle de logements différents. Qui va construire ces logements? Là, en fait, quand moi je suis allé avec les autres, on est allé à l'intérieur du pays, ce qu'ils se disent, et là il y a vraiment un fossé entre nous et les populations locales, c'est que c'est là qu'on vous attendait, vous, la diaspora. Nous n'avons pas une capacité d'investissement ici au Gabon parce qu'il n'y a pas vraiment de banque. La BCEG vient d'ouvrir ses portes-là en décembre, qui est donc la banque commerciale de l'entrepreneuriat du Gabon, mais elle est encore en train de se déployer. Mais c'est nous qui sommes dans les pays où on a du capital. C'est nous qui travaillons là où il y a 40 à 50% de chômage. Mais vous êtes où? Et quand on discute avec eux, ils disent, vous êtes absents, vous êtes que dans la critique, et vous ne développez même pas vos villages. Ce sont les étrangers qui arrivent avec leur capital, qui développent les villages, qui font les boutiques, et qui désormais vont nous vendre des ordinateurs à nos enfants. Ce sont eux qui vont loger nos enfants à Koulamoutou, à Mouila, à Oyem. Mais vous êtes où? Et c'est un vrai problème. Nous, on a l'impression qu'on est la bienvenue dans certains milieux, dans certains débats. En réalité, ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui se passe et si on ne comble pas le fossé, je pense que ça va créer une distorsion encore pire. Et du coup, ça m'amène en terminant sur cette partie à poser une question, avant de parler des enjeux, à poser une question ici à nous tous sur, parfois on se dit, il faut que le président de la République ou les autorités nous créent un boulevard pour que nous, la diaspora, nous puissions rentrer. Ça va être fait, le président va écouter, je pense qu'il écoute et je pense qu'il va faire quelque chose parce qu'il nous l'avait déjà dit. Il y avait déjà un endroit qui était sélectionné pour qu'il y ait des logements pour faire revenir la diaspora. Je pense que tu es témoin, Yannick, on était en audience à Paris. Quand il a pris le téléphone lui-même, il a dit il faut absolument que la diaspora, puisqu'on avait porté ce sujet, il faut que la diaspora puisse rentrer comme ça s'est fait au Ghana et ailleurs. Mais on a un problème. Notre diaspora, aujourd'hui, elle est tellement vue comme étant distante des problèmes de terrain et comme voulant profiter juste des avantages à l'étranger, que les Gabonais localement disent à chaque fois, pourquoi vous voulez privilégier cette diaspora? Pourquoi? Ce sont des gens qui disent on ne veut pas rentrer, on a beaucoup d'avantages, ils n'ont qu'à rester, c'est nous qui vont à la galère. Eux, ils n'ont pas le problème d'eau, le problème d'électricité, et ils s'en vantent. Ils n'ont pas de chômage, et ils s'en vantent. Et à chaque fois, nous qui subissons ici, c'est encore eux qui doivent venir nous coiffer. Pourquoi vous leur donnez des postes? Pourquoi vous leur créez un canal? Pourquoi? Pourquoi? Alors que nous aussi on chôme et qu'on est en difficulté ici. Et c'est une vraie problématique à laquelle il faut qu'on réponde. Parce que si on ne se mouille pas avec eux, si on ne montre pas qu'on est dans la difficulté avec eux, et qu'on est... les populations locales disent, mais pourquoi? Pourquoi? Ils n'ont qu'à rester là où ils sont, puisqu'on ne les voit pas sur place. Donc il y a tellement d'enjeux autour de la diaspora, et en réalité, c'est même pas qu'ils ne nous aiment pas, c'est que c'est un dépit, ils se disent, mais c'est pas possible, ils auraient pu nous aider, partout ailleurs on va les diaspora aider, pourquoi la nôtre qui est dans la critique sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est ceux qui font le bruit, qui couvrent beaucoup d'entre vous, qui travaillent. Et c'est ça qu'il faut qu'on change sur le terrain. La perception qu'on a de la diaspora aujourd'hui est en train d'être de plus en plus négative. Le paradis terrestre, on vous dit qu'aujourd'hui vous êtes dans un pays de perception, de vision, de rêve. C'est ce rêve qu'on a envie de semer dans les cœurs des Gabonais et de les accompagner dans la réalisation. Je parle des Gabonais du Gabon. Voilà, merci beaucoup. Et on va passer juste rapidement aux enjeux. En termes d'enjeux de la présidentielle qui va venir, on regarde autour de nous, on a d'abord le premier enjeu, c'est sur la transition. Tout régime a besoin de faire une transition et c'est un moment très important parce que ça peut être un moment dangereux au niveau sécuritaire. Ça peut être un moment de déséquilibre au niveau de l'investissement. C'est beaucoup de choses qui se jouent autour d'une transition.
Autour de nous, donc, nous avons la Guinée équatoriale qui a quand même plusieurs années, plusieurs décennies de régime, avec le président Biangema qui a plus de 80 ans. Donc ça veut dire qu'on sait qu'il y aura une transition dans ce pays, en moyenne peut-être dans 10 ans. On a la même problématique au niveau du Cameroun qui est peut-être même pire, parce que le président Biya, il a entre 92 et 93 ans, c'est selon. Mais le régime, il est aussi vieux, et avec non seulement des dissensions, parce que vous avez vu l'Amazonie qui fait quasiment sécession, et puis tout le pays se demande qui va prendre le pouvoir, qui est légitime. Donc c'est l'incertitude totale. C'est la même problématique au Congo où le président s'assoit à 81 ans. C'est pareil, des luttes de pouvoir qui s'annoncent. Donc, un investisseur, la communauté internationale, la sous-région, les populations locales, elles sont dans l'incertitude vis-à-vis de ces trois pays. Mais en réalité, là émerge une certitude. C'est la transition du Gabon. Elle est faite. Elle se termine. Le président est déjà en train de préparer une élection où nous tous ici, on se dit, nous pensons que c'est lui la personne qu'il faut. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, il y a 90% de chances que, vu qu'il n'y a personne en face, à part les problèmes à résoudre, c'est de ça qu'il s'agit dans l'analyse, il n'y a personne en face, et bien, il y a 90% des chances que le président Oligui passe. Quel que soit le cas, ça c'est un périmètre, c'est un contexte qui est posé. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la sous-région, on a vu une alliance naître entre le président Biangema et le président Oligui. Et cette alliance n'est pas une alliance superficielle. C'est une alliance de construction d'un sous-ensemble régional. Pourquoi? Parce qu'on voit bien comment le président Biangema a stabilisé son pays et quels sont ses fondements. Il nous l'a dit, il a dit à tout le monde lors d'interconnexion, j'affiche clairement que je peux composer avec tous ceux qui veulent m'accompagner. Wagner en Guinée équatoriale, ce n'est pas un mythe. Nous, on les a vus. Ils sont là, avec leur drapeau russe, ils protègent, ils font la sécurité de Biangema. Et ce n'est pas juste pour faire style, parce qu'il le dit clairement en tribune, il prend le micro et il dit « Personne ne viendra me dire à qui je dois vendre mes ressources. Personne ne viendra me dire qui est le meilleur ami ou l'ami qu'il ne faut pas fréquenter, parce que je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Je suis un des doyens de cette sous-région, et en plus, on ne dicte pas nous les voix aux autres, c'est pas la peine de penser qu'ils doivent le faire chez moi. » Et c'est en réalité ce message qui passe aussi au président Oligui. Et on voit qu'aujourd'hui, le président discute avec la Chine. On a parlé récemment d'une possibilité d'une base navale au Gabon. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh là là, c'est très grave », mais non. Si le Gabon a envie de collaborer avec qui il veut, il a le droit. Pour le développement. Tant que c'est pour le développement des populations, tant qu'on a un président qui est patriote, et tant qu'il veille à ce qu'il défend les intérêts de son pays. Et c'est là que je parle, le troisième élément sera sur les intérêts. De quoi est-il question au niveau du Gabon? À part tout ce que je viens de dire sur le sécuritaire et tout le reste. Le Gabon est un pays dont on n'imagine même pas encore la richesse. Parce que quand on regarde la carte minière du Gabon, je vous assure, moi je sais pas, je suis même, c'est pas effrayé, c'est quelque chose d'impressionnant. Dans les 9 provinces, il y a des richesses insoupçonnables. Je vous prends juste une province, c'est l'Angounié. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais dans l'Angounié, il y a une zone où il y a 3 gisements d'or. Ça s'appelle les Téké. Cette zone-là, il y a 3 gisements. Lorsqu'on fait les estimations de ces 3 gisements, et ça a été fait par Managem en 2022, il s'agit de 12,8 tonnes d'or. Non encore touchées, non exploitées. Si tu calcules avec le cours de l'or actuellement, ça fait plus de 800 milliards, près de 900 milliards même, lorsque ce gisement sera exploité totalement. Mais ce n'est pas le seul. À Mindik, vous avez de l'or alluvionnaire et du diamant alluvionnaire. Le long de la Nyanga, vous avez de l'or et du diamant alluvionnaire. Vous avez des terres rares dans l'Angounié. Vous avez des terres rares dans le Guéjindo. Vous avez du fer à Belinga, on le sait. Mais il n'y a pas que le fer. Vous avez là-bas du niobium. Vous avez plein d'autres minerais. Et sans compter la zone, notamment de l'Ogué maritime, et encore du Haut-Ogué où il y a des richesses. Ça veut dire quoi? En 2009, quand l'Union européenne fait cette prospection, ils se disent, waouh, on est face à un petit RDC. Comprenez bien ce que ça veut dire. Vous voyez où est la RDC aujourd'hui. Donc, pour exploiter tout ça, il nous faut quelqu'un ou des gens qui comprennent absolument rien aux intérêts, ou qui pensent qu'à leurs propres intérêts, on en connaît. Et la deuxième chose, il nous faut des gens très faibles. Très faibles parce qu'ils ne seront jamais capables de défendre les intérêts de leur pays. Il nous faut des gens à qui on dit on gèle les embauches à la fonction publique et qui sont incapables d'aller dire maintenant notre population a augmenté, mais non, notre service public ne peut pas mourir. Et on connaît ces gens.
Donc si on les place là et qu'on divise la population, on va exploiter comme on veut, comme on a toujours pensé. Sans compter l'enjeu de l'eau. 2050-2100, les principaux conflits sur la planète, c'est les conflits de l'eau. Or, notre région, comme on n'a pas vraiment industrialisé, on n'a pas beaucoup pollué ni touché notre nappe phréatique, à la différence de l'Europe et de tous les autres continents. Ce qui veut dire que là encore, il y a un enjeu énorme. Mais est-ce que nous comprenons et nous prenons la mesure de ces enjeux? Il nous faut donc quoi? Et c'est là que je chute. Il nous faut un président fort qui construit un régime fort et des institutions fortes et qui est patriote. Président fort, aujourd'hui, la force telle qu'on la voit, elle est représentée par le militaire. C'est comme ça dans l'AES. Vous allez le voir. Ce n'est pas moi qui le dis. Pourquoi? Parce que le prédateur, quand il regarde, il se dit le civil est manipulable. Mais le militaire a ça, que quand il commence, il doit finir. Parce que s'il finit pas, on la marre. Donc en général, quand vous allez voir les mutations au Mali, au Niger et tout le reste, ou même à l'époque avec Sankara dans les années 80 et Jerry Rawlings dans la même période, c'est pas pour rien qu'ils étaient militaires. Et c'est pas pour rien que les gens les craignaient et qu'ils les ont fait assassiner pour certains. C'est parce qu'ils savent qu'un militaire, quand il démarre, il doit finir. Mais surtout, s'il est patriote, c'est très dangereux, surtout quand on veut voler ses richesses. Donc on est sur une équation qui a réussi en Guinée équatoriale. Parce qu'Obiangema a fait un coup d'État, pour ceux qui l'oublient. Il a fait un coup d'État, donc il a représenté une force, et avec force, il a défendu les intérêts de la Guinée équatoriale, jusqu'à imposer que ce soit les locaux et les nationaux qui exploitent les ressources dans son pays en priorité. Et ça, c'est une réalité quand on est allé en Guinée équatoriale. C'est le chemin qu'est en train de prendre le Gabon avec le CTR, avec le président Oligui. Au-delà de on l'aime ou on n'aime pas, parce que nous, on réfléchit toujours en ces termes-là. C'est de l'infantilisation de la politique de la gestion d'un pays. On n'a pas besoin d'aimer un président. On n'a pas besoin. Encore que pourquoi on le déteste? S'il fait des bonnes choses, on a besoin de soutenir un président qui a une vision, qui est patriote, qui défend les intérêts de son pays. On a besoin d'être derrière lui parce que notre avenir en dépend. Sinon, les perfides trompeurs viendront nous diviser et c'est comme ça qu'en divisant, ils vont finir par régner. Merci beaucoup. Merci Stéphane pour ce bel exposé. On va maintenant procéder aux questions-réponses. S'il y en a dans la salle qui ont des questions. Attends. La diaspora, on n'a pas parlé des enjeux de la diaspora comme d'habitude. Il faut qu'on en parle. En conclusion. Non, pas avant, pour le temps. Quand tu vas prendre la parole, tu vas rebondir sur ça. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, parce que j'ai envie qu'il soit présent, parce que c'est lui qui a donné les points et les enjeux, donc j'ai vraiment envie qu'il soit là. En fait, on prend 3 questions, après on répond. 3 questions, on répond. Donc on ne répond pas une question par question. Soyez pas timide, c'est le Gabon. Okay, ben, sinon pas de questions, c'est bien. Agna, sinon pas de questions, on va avancer. Non, je parle avec vous. S'ils sont convaincus. Adam a une remarque. Quand même assez forte pour moi, malgré que nous soyons on sait que time is money. Alors, j'ai une contribution à faire. Je la fais du fond du cœur. Je la prenais pas mal. Parce que je ne suis pas activiste. Pour ceux qui ont connu ce problème. Je veux le dire clairement. Vous êtes nombreux autour de la table à avoir utilisé le mot étranger. Je ne suis pas contre. Je n'en suis pas contre. Mais quand on parle d'éducation, on parle d'instruction, on parle aujourd'hui de développement, de sortir. Vous regardez ce singe-là, qu'est-ce qu'il mange? De la banane. Mais pourquoi le singe n'arrive pas à grimper sur le bananier pour aller chercher sa banane? C'est ma cochon. Donc, je reviens encore à ce mot. Étranger par-ci, étranger par-là. Pour ceux qui ne savent pas, je suis la toute première à avoir voté oui à l'ambassade du Gabon pendant le référendum. Je le dis au effort.
en tant que, entre petites parenthèses, avoir des origines étrangères. Ce n'est pas la raison pour laquelle je défends ce terme. C'est parce que je suis une Gabonaise. C'est ma dernière question. C'est ma question. Donc, vous m'excusez, pensons-y, vraiment pensons-y, dans ces 10 jours que nous avons, ces 12 jours que nous avons, à emmener les gens. Parce qu'aujourd'hui, ce moment, ça peut m'amener demain à garder ma carte. Et j'ai plein de monde à la maison qui peuvent venir faire. Mais ils ne feront pas. Donc pensons-en. Je parle au nom de toutes ces personnes. Peut-être, ne prenez pas cela mal, mais pensons-en, s'il vous plaît. Merci. On va applaudir la sœur, hein, merci. Merci beaucoup. Merci, madame. Alors, je vous attendais, Stéphane, parce que je voulais que vous m'écoutiez. Okay? Je vous connais depuis les réseaux sociaux. Vous êtes vraiment un activiste très important. Je n'ai pas encore été battu. J'ai représenté le Gabon depuis mon enfance. J'ai le pays, notre pays, dans le cœur, dans le sang. On a combattu. Grâce à Dieu, nous avons la victoire. Mais maintenant, aujourd'hui, je vois certains activistes dans le silence. Question. Tu parles d'un président fort. Je suis d'accord. La constitution et remettre le pouvoir aux civils. Où en est-on aujourd'hui? Monsieur Landry a dit qu'on va parler avec franchise. Je vais parler avec franchise. Où en est-on aujourd'hui? Qu'est-ce que votre pensée, sincèrement? Qu'en pensez-vous de cette situation? En tant qu'homme, en tant que patriote, devant Dieu, quand il dit que tu ne mentiras point. Nous avons tous eu la même logique que quand il a dit ces mots, c'était pour organiser des élections et avoir des candidats différents de lui. On n'a jamais pensé, jamais, alors je peux vous parier 1 million d'aujourd'hui, écœuré de voir ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Et vous voulez construire notre pays sur des bases louches, sur le mensonge. Qu'est-ce qui est votre pensée sur ce fait? Je suis tout à fait d'accord avec. C'est vraiment inutile. Parce que ce que le Gabon a vraiment besoin, ce sont des hôpitaux. Parce que des gens qui meurent. Ma tante est morte à l'hôpital général. Dans des conditions absurdes. J'étais au téléphone. Personne n'a pu la réanimer. Et vous me parlez de la cité d'émeraude, la cité de la démocratie. Quand l'université UOB a besoin de chaises et de tables pour nos étudiants, quand la justice a besoin de toilettes, qu'est-ce que la cité de la démocratie? Come on. Question. La diaspora. J'ai 37 ans. On lui a gagné le 30 août 2023 avec, par la grâce de Dieu, l'aide du président Oligui. Et j'en suis tellement reconnaissante. Et pourquoi on ne rentre pas? Pourquoi pas maintenant? Parce qu'on n'a pas fini la transition. Et comme dit la parole de Dieu, tout ce qui est dans le futur n'est pas garanti. Tout ce qu'on fait n'est pas garanti. Qui aurait su le 30 août qu'on aurait pu vivre un coup d'État? Est-ce que vous savez ce qui va se passer le 12 avril? Si ce n'est que Dieu. Il me suis dit, voici un homme qui a une parole. Il a dit, il a une parole. Il a tourné sa parole. Devant Dieu, je vous assure, this is no good. This is no good. J'ai rencontré le président. Vous avez dit Stéphane qui veut que le... Peut-être qu'elle n'a pas été plus amicale, parce que j'avais dans mon cœur la mort de ma tante à l'hôpital général. Je me demande, et si je peux reposer la question, pourquoi les gens meurent au Gabon? Pourquoi nous mourons jeunes au Gabon? Avec tout l'argent que nous avons, pourquoi nous mourons jeunes? Question. Pourquoi on n'a pas des terrains? On parle qu'il y a des choses qui sont mises en place. Je suis au téléphone presque 3 ou 4 fois par jour, par semaine, avec le Gabon. Il y a des difficultés réelles.
Libreville, ce n'est pas le Gabon. Il y a d'autres provinces. Et les réalités, les documents, mais comment voulez-vous que nous puissions établir un business s'il y a des barrières comme telles que ce que nous voyons aujourd'hui? Libreville, ce n'est pas le Gabon. Libreville 2, ce n'est pas le Gabon. Je suis de Port-Gentil. Il y a des réalités à Port-Gentil. La vie est plus chère qu'à Libreville. On ne peut pas faire un business avec ces conditions administratives. Il doit avoir, pour moi, ma contribution, ce serait avoir un police enforcement. Parce que le président peut dire quelque chose, l'administration peut faire quelque chose, et la réception peut faire autre chose. Nous devons implémenter cela. Ça, c'est ma contribution. Mais monsieur Stéphane, je voudrais que vous me répondiez particulièrement. Parce que moi, je vous ai suivi. Je croyais en vous, et je crois toujours en vous. Je crois en nous tous, d'ailleurs. Je ne sous-estime personne dans cette salle. Et je remercie l'ambassadeur qui est présent et le consul. Je crois au Gabon, je crois aux intellectuels que vous êtes. Est-ce que c'est une question? Est-ce que tu as une question? Faites attention. Dieu nous regarde. Dieu nous regarde dans l'amour pour notre pays. Et ceux qui souffrent, ceux qui sont faibles, qui n'ont aucune voix, parce qu'ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin même du président Oligi. C'est bon. Merci beaucoup. Nous allons vous reprendre. Mais vous ne vous êtes pas présenté. Nous nous sommes présentés. Ça aurait été intéressant que vous ayez au moins. Ça vous a fait écouter. Je vais vous dire quelque chose. J'ai passé 4 ans de sa vie en prison. Parce que justement, pour dénoncer tout ce que vous venez de dénoncer. Celui qui est devant vous, pendant ces 4 ans de prison, on lui a tout proposé. Il a refusé. Celui qui est devant vous, 4 interventions. La dernière, c'était le 27 août 2023. A demandé à Oligi de prendre ses responsabilités pour libérer le Gabon. Bizarrement, personne ne m'a jamais demandé, mais pourquoi Landry, après 4 ans de prison, Oligi était commandant en chef de la garde républicaine, directeur général des services spéciaux, pourquoi j'ai interpellé Oligi? Je vais vous reprendre. Nous allons vous reprendre. J'avais constaté que la presse, on ne pouvait pas compter sur la presse et tout le reste. Alors, on a tous fait ce constat. Moi, je l'ai fait en 90. J'ai pris une balle qui a frôlé mon pantalon en 89. Et en 90, à Port-Gentil, lors des événements de Redjabé, j'étais là-bas dans la rue. Je suis combattant dans l'âme. 89, c'était lorsque j'étais au lycée technique. 90, lycée technique de Port-Gentil, j'étais dans la rue. Je suis quelqu'un qui a toujours combattu contre les injustices. Pourquoi aujourd'hui je soutiens Oligi? Je suis au Gabon. Je suis au Gabon parce que, comme nous tous, le président a demandé que nous allons l'aider. Aider le Gabon peuple après le coup de libération. J'ai fait une vidéo, je crois que 2 ou 3 jours après mon arrivée à Libreville, où je partais de Libreville pour une journée. J'ai fait 6 heures de route. C'est le temps que ça prenait. Aujourd'hui, on en fait 3 heures et demie. Nous tous ici. Parler avec des Gabonais. Et je vous conseille de le faire. Allez-y demander aux Gabonais. De la même manière que vous nous avez posé la question, je vais vous répondre. Pourquoi vous soutenez Oligi? Parce que je peux vous rassurer que ce monsieur au Gabon est extrêmement soutenu par sa population. Gabon profond. Demandez aux Gabonais pourquoi. Il n'est pas parfait. Nous sortons de 56 ans de lavage de cerveau, de dictature, de formatage.
Et aujourd'hui, nous avons des gens qui sont restés au pouvoir pendant 56 ans, qui ont tous les moyens, qui ont des gens qu'ils ont placés partout. Oligui hérite d'un pays complètement au sol. Un pays qui était complètement au sol. Il le prend, il dépose. Et ce n'était pas facile pour lui de déposer ses parents, ses amis, les personnes avec qui il a toujours été. En mettant l'intérêt supérieur du Gabon. Je comprends que vous voulez la cassure systématique, la cassure immédiate. Vous avez parlé tout à l'heure de le Gabon qui s'est libéré le 30. Non, le Gabon ne s'est pas libéré le 30. C'est ça l'erreur. L'erreur, c'est de penser que le 30 août, c'est fini, c'est un nouveau Gabon. Non, le vrai combat a commencé le 30 août ou le 1er septembre. Le combat, c'est contre qui? Contre ceux-là qui ont dirigé le pays pendant 56 ans. Je parle de moyens dans tous les sens. Oligui arrive. Il casse systématiquement. Il vire systématiquement tout le monde. Non, il n'aurait pas tenu. Je te le rassure. Si Oligui n'abordait pas cette politique, il n'aurait pas duré. Il marche sur des œufs. Je vous le dis franchement. Parce que les autres ne dorment pas. Lorsque je vais hésiter de rentrer dans trop de profondeur, mais je parle ici avec des gens qui comprennent. Nous avons intérêt à soutenir Oligui pour une raison simple. Si on le perd, ce sont là ceux-là qui vont reprendre le pouvoir et ils vont nous le faire de la manière la plus dure. Et nos parents vont subir. Nous allons subir. Moi, je vous le dis. Oligui marche sur des œufs. C'est que là, tout est fait. Ceux qui veulent le malheur du Gabon veulent le malheur de leur famille. Madame, s'il vous plaît, permettez-moi. Non. Si vous avez une question, vous allez la poser. Je colère. réponds à la dame. Donc, je vais passer le micro aux autres, mais en disant tout simplement que ma soeur, nous sommes restés dans notre combat, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des Gabonais contre les oppresseurs. Sauf que de notre côté, sont arrivés les militaires avec à leur tête Oligui, qui ont répondu aux multiples appels que nous leur avons lancés. Ce sont eux qui nous ont rejoints dans le combat. Ce n'est pas nous qui sommes allés, ce sont eux qui nous ont rejoints. Et Oligui est un patriote qui veut le bien-être du Gabon et des Gabonais. Ce monsieur, je l'ai rencontré plus de 50 fois dans ma vie. Il n'y a pas d'alternative. On ne peut pas donner le pouvoir. Prenez-le pour dit. Nous, le Gabon, nous ne sommes pas au bout des réformes. On ne peut pas pour le moment prendre le risque de confier le Gabon aux gens là qui vont encore venir le détruire. Moi, j'ai fait le tour du Gabon. Je suis allé dans des villages où il y a des mamans qui m'ont interpellé en disant que si Oligui ne se présente pas, nous, on ira marcher nu là-bas. Merci. Je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long. J'aime bien la sœur qui a parlé de Dieu. Mais il fut un temps dans un village. Je vais vous raconter une petite histoire. Dans un village où il y avait des vieux sorciers qui mangeaient leurs enfants. Les jeunes se sont réunis. Ils ont dit on va tuer tous les vieux. Ils ont commencé à les tuer. Boum. On prend Mar, on tue. On prend Moussavo. On tue, on tue, on tue, on tue. Il y a un qui a pris son père, qui l'a caché. On a dit ton père est où? Je l'ai noyé. Arrive une épidémie qui commence à les tuer tous. Les jeunes n'avaient pas la sagesse de comprendre. Donc, quand il a vu que le village était en train de décimer, il allait voir son père, il a dit papa, sinon on va tous mourir. Il dit c'est quoi les symptômes? C'est ça, 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 ça. Il dit va dans la forêt. Tu prends ça,
tu mets là. Tu prends ça, tu mets là. Et le Père a sauvé le village. C'est pour dire que quand Oligui dit « Je rends le pouvoir aux civils », c'est un militaire. Il n'a qu'une seule parole. Mais en regardant, comme on dit, celui qui n'a pas tué son père. On a regardé. Si je vous pose la question aujourd'hui, parce que vous parlez avec purulence, vous parlez de Dieu, mais ce n'est pas rester aux États-Unis. Nous sommes allés au Gabon. Nous sommes allés dans le Gabon profond. À partir du moment où on commence à leur parler d'Internet, de machin, ils disent que moi je sais que si j'ai 20 000, je peux faire mon commerce là. Je n'ai pas besoin de ça. Ce qu'on oublie, c'est que nous sommes Gabonais et nous venons de Port-Gentil, de Lembamba, d'Ndébi, de Bita, de Yem. Nous oublions ça quand nous arrivons chez les autres. La preuve est que quand vous parlez ici là des Américains, vous voulez toujours mettre l'anglais dedans. Vous n'êtes pas, vous ne serez jamais, jamais, je dis bien jamais, les Américains. Parce que, je vous dis, vous ne le serez jamais. Vous pouvez avoir toutes les cartes du monde, mais vous serez toujours Gabonais. Parce que quand vous êtes ici, vous pensez Gabon. Et voilà pourquoi on vous dit, vous êtes arrivés, vous avez vu ce qui est bien chez les autres. Nous avons fait le choix. Moi, par exemple, j'ai vu mes enfants à Toulouse, ça faisait 1 an, je ne les avais pas vus. Vous croyez vraiment que je n'aime pas mes enfants? Si. Et je pense que le sacrifice, le combat ne fait que commencer. Parce que pendant que toi tu cries en disant que les hôpitaux, pourquoi les gens meurent, mais nous on se dit, il faut qu'on soit dedans, parce que dans nos verres on peut nous empoisonner au Gabon. Les pénégistes sont toujours là. Ils sont en train dans le Gabon. C'est la colonne vertébrale du Gabon. Donc si nous et vous, on se met pas ensemble pour construire le Gabon en disant que Oligui avait dit, c'est pas Oligui, c'est tout le Gabon qui a dit, on rend le pouvoir aux civils. Et ces civils-là, aujourd'hui, c'est Oligui qui est civil. Je vous remercie. Moi, je vais rester assis, je suis étouffée. Bref, la sœur a dit beaucoup de choses et malheureusement, je vais décliner parce que les garçons connaissent mon fan parler, je risque de heurter les esprits. Donc, mieux, je zappe. Je vais plutôt répondre à celle qui a parlé des étrangers. Celle qui a parlé des étrangers en disant à la sœur, le terme étranger, ce n'est pas forcément péjoratif. Parce que nous, les Gabonais aussi, nous sommes étrangers dans les pays des autres. Mais sauf qu'au Gabon, nous nous sentons un peu embrigadés d'appeler chaque mot, d'appeler chaque nom, d'appeler quelqu'un à son nom, du chien à son nom, parce qu'on risque de frustrer certaines personnes. Moi, je pense que quand on dit étranger, ce n'est pas forcément qu'on veut mettre les autres à côté. En France, on nous appelle les étrangers. Aux États-Unis, on vous appelle les étrangers. C'est vrai, on doit tous travailler ensemble, on doit travailler en commun. Mais il faut savoir que de la même manière que d'autres pays parlent comment on appelle ça, le nationalisme, de la même manière que nous au Gabon aussi, nous avons le droit de dire Gabon d'abord sans pour autant exclure les étrangers. Il ne faudrait pas prendre cela en mal. Je voulais tout simplement rebondir sur ça, que ne te sens pas obligé d'être concerné lorsqu'on parle des étrangers. Ce n'est pas forcément qu'on veut te mettre dehors. Parler de Gabon d'abord, c'est d'abord privilégier le secteur, certains secteurs nationaux. C'est l'exemple des taxis. On donne d'abord le travail aux Gabonais, après on peut donner aux étrangers, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand tu pars, je prends l'exemple, on prend les Chinois qui sont chez nous. Tu vas aller dans une entreprise chinoise. La plupart des chefs opérationnels autres, ce sont des Chinois. Ou, comment on appelle quoi, les Turcs, ils vont travailler entre eux, les Turcs, alors qu'il y a des Gabonais qui sont là. Donc, imaginons qu'un jeune Gabonais qui vient ouvrir son entreprise, il va d'abord penser aux frères Gabonais. Il va d'abord embaucher les Gabonais. Donc, c'est dans ce côté-là que nous, on parle des étrangers, pas parce qu'on veut chasser les étrangers, mais parce qu'on veut d'abord valoriser le Gabon avant les étrangers. C'était ma petite contribution à ta requête, à ta préoccupation, que ce n'est pas péjoratif, on ne met jamais les étrangers dehors, mais Gabon d'abord ne veut pas dire étranger dehors, mais privilégions d'abord le Gabonais avant l'autre. C'était ça ma petite contribution. Il y a un terme au Sénégal pour nommer tout ce qui n'est pas gabonais, qui n'est pas sénégalais, pardon. On parle de niaque au Sénégal. Ma femme est guinéenne
Et elle a grandi au Sénégal. Voilà. Ma femme est guinéenne, elle a grandi au Sénégal. Et aujourd'hui, on vit au Canada. Mes enfants sont gabonais, sénégalais, guinéens, femmes, peuls, bref, ils sont quelque chose, hein, et ils sont quand même gabonais. Donc, moi, je pense que le débat sur les mots peuvent frustrer les gens. On vit tous en Amérique du Nord, et vous voyez bien ce que le président Trump est en train de faire aux étrangers. Donc, c'est une problématique qui fait ressortir le nationalisme dans des pays qui sont en crise. 1939, le nazisme est monté parce qu'il y avait des crises économiques. Ils ont mis tous les étrangers dehors, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait aux Juifs parce que le pays était en crise. Les États-Unis est un pays qui est en train de se renouveler. Ben, comme la crise est présente, comme au Gabon, ben, on stigmatise souvent les personnes qui sont d'origine. C'est pas qu'on est d'accord, mais nous on a choisi de favoriser les Gabonais. Parce que le mandat qu'il y a eu avant, les 14 dernières années, ont été dirigés par un gars qui n'était pas de chez nous et qui a fait venir tout le monde pour diriger et humilier les Gabonais. Donc, nous qui avons travaillé au dialogue, on a senti dans les recommandations cette montée anti-étranger qui était réelle de la part des Gabonais, vu les recommandations qu'on avait. Il y a des lois qui sont sorties qui n'étaient pas forcément les plus belles, qui ont fait ressentir au monde entier qu'on avait marre, on en avait marre de se faire diriger par des gens qui nous ont écrasés pendant les 14 dernières années. On va guérir, on ira dans des sentiments beaucoup plus ouverts, mais pour l'instant, on est encore dans ce traumatisme-là, et il faut le comprendre. Première chose. Deuxième chose, je parle à ma jeune sœur de 37 ans qui est une brillante senior banker, et je te félicite pour ton parcours. Vous savez, nous les Gabonais, on a ça d'exceptionnel. Partout où on va, on est les meilleurs. Moi, je suis au Canada, je suis le meilleur dans ce que je fais. Je suis professeur depuis 11 ans, je suis investisseur immobilier, et à côté de moi, on a plein de Gabonais qui sont les meilleurs au Canada. C'est un Gabonais qui construit les ponts. C'est un Gabonais qui fait la robotique, Régis Le Calais. Il fait la robotique chez Ford, c'est lui qui construit tous les robots. On est excellent partout où on va. Mais le mal qu'on a, c'est que le Gabon, là, c'est toujours dans notre tête. Quand je vivais en France, je ne suis pas allé au maximum de ce que je pouvais faire parce que je voulais rentrer au Gabon. J'avais des petits contrats, et en me disant je vais rentrer dans mon pays. Parce que je suis Gabonais et je dois rentrer chez moi. Mais quand je suis dans le pays des autres, on fait tout pour être excellent. Que ce soit le petit ou le grand job qu'on fait, on fait tout pour être excellent. Nous sommes la diaspora. La différence qu'il y a avec la diaspora malienne ou sénégalaise, c'est que eux, ils gagnent l'argent, ils vivent petit en Occident, ils envoient tout dans leur pays. Nous, on vit large dans notre pays, on vit large dans le pays des autres, et on ne fait pas beaucoup pour le pays qui est chez nous, notre pays. Alors, le président, il arrive, il dit, les gars, on a récupéré le pays là. Vous êtes bons à l'étranger. Venez m'aider à développer ce pays-là. Qu'est-ce qu'il fait quand il prend l'affaire qu'on appelle le pouvoir? Nous autres là, il nous convoque, il dit, bon, moi là, je vais prendre le truc là au moins pour 7 ans. Et je veux bâtir le pays. Vous êtes où? Vous êtes où pour m'aider? On est à gauche, on est à droite, on fait des lives, on insulte, on se fâche, mais on n'est pas là. Nous, on a pris nos responsabilités. On a dit, on va quand même aller voir ce qui se passe. On va quand même aller voir ce qui se passe au Gabon. Au passage, tu disais que tu as perdu ton parent à l'hôpital récemment, dans ce que tu disais. Stéphane Zeng a perdu sa mère en 2019 au Gabon. Et moi, j'ai perdu ma mère en 2022 à Nantes. Parce qu'on l'a enterrée à Nantes parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans notre pays. Et ma mère a quand même passé 50 jours dans le coma. Je n'ose pas imaginer, s'il avait eu le Covid au Gabon, combien de jours on l'aurait maintenu en vie. Parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux. Donc les larmes que tu es en train de verser, crois-moi, tu n'as pas le monopole de la tristesse, hein, sans être méchant. Nous, on a perdu nos parents. Et moi, il y a 3 ans. Parce que ma mère, elle a perdu son frère. Hein, et on n'a même pas pu les enterrer au Gabon. C'est-à-dire que je suis réjoui, je me réjouis du fait que ma mère soit quand même restée 50 jours entubée. C'est-à-dire comme dans les films américains, là. Je viens voir ma mère, elle est dans les robots, là. Donc j'ai vécu ça. Donc le monopole de dire que tes parents souffrent, t'inquiète pas, on a tous souffert de ça. Maintenant, ce qu'on propose, c'est quoi? Au-delà de la souffrance, au-delà de la rancœur, c'est de se dire que nous sommes tous Gabonais. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oligui vous a déçu, il a déçu la terre entière, ok, on est d'accord. Mais qu'est-ce que nous on fait en tant que Gabonais? Nous, on le fait aujourd'hui. Je sacrifie mon boulot, je suis toutes les 3 semaines au Gabon, et on va voir. Mais en plus, ce qu'on a, par rapport à beaucoup d'autres Gabonais, c'est que lorsqu'on voit le président, là, nous autres, là, quand on arrive à la présidence, là, les gens disent, ah, les activistes sont venus, le président va souffrir. On va voir le président.
On lui dit ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Le lendemain du référendum, on lui a dit, tu vois là, les 80% que tu aurais dû faire, tu les as pas fait parce que tu as mis des PDGistes, parce que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. On lui dit, cache ce qu'on pense. Mais encore plus, lors du dialogue national inclusif, 60 personnes en sous-commission, 60 personnes en sous-commission, on est 5 personnes de la diaspora. Pourquoi? Parce que les gens de la diaspora ont dit, ah non, c'est un dialogue de pédégisme, on n'y va pas. Mais lorsqu'il s'agit de voter des nouvelles lois, de changer le Gabon finalement, quand il y a des propositions, sur 60 personnes, il y en a 55 qui sont pour maintenir la manière de fonctionner qu'il y a au Gabon. Nous, on n'est que 5 en train de dire, mais vous savez le droit des homosexuels. J'entendais là-bas, il faut les tuer. Oh, il faut les enterrer. Ah oui, 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 hein, c'est ce qu'on entend. Hein. C'est des choses que nous avons appris à accepter ici. Vous comprenez? Mais là-bas, ils disent il faut les enterrer. Et puis moi, j'ai levé la main en disant, vous savez, les affaires d'homosexuels, dans les familles gabonaises, il y en a au moins un qui se cache, et même dans la salle. Donc, soit on vous tue, on vous enterre, soit on essaie de réfléchir. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voici les réalités. Lorsqu'on parle des prisons, on avait des militaires dans la salle. Les militaires disent, oh, ceux-là, il faut les enfermer pendant 50 ans. On dit, non, il faut aménager les prisons. Il faut faire des camps de formation en prison, etc., etc. Mais nous n'étions que 5 de la diaspora. Et c'est ça notre problème. J'ajoute une chose, nous les gens de la diaspora, lorsqu'ils ont fait l'inauguration de la statue de la libération, nous étions tous, nous tous là, nous étions là. Il y a eu les officiels, les diplomates, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, enfin le gratin, des ministres, les militaires. Ils vont faire les photos autour de la statue de la libération. Et puis, ils font plein de photos, tout le monde fait des photos, et puis ils commencent à partir. Stéphane Zeng commence à crier, « Monsieur Oligui et la diaspora !» Tout le monde s'arrête, les militaires commencent à... Et puis Stéphane Zeng commence à monter les escaliers, et puis il dit, « Suivez-moi. » Il vient voir le président de la transition, il dit, « Monsieur Oligui, vous avez oublié la diaspora. » Le président il dit, « Mais la diaspora, elle est où ?» Puis il dit, « Mais on est là. » Et puis il prend Laurent Zundong, il tire, on fait la photo officielle. Tout ça pour vous dire que dans les décisions qui peuvent faire en sorte que le Gabon change, nous sommes absents. Je vous le dis, nous sommes absents. Nous devenons un concept. Et les seuls rigolos que vous voyez là, c'est nous. Nous sommes les 5 petits mousquetaires qui se baladons partout. On va au Yem, on va à Bitam, on va à Franceville, on accompagne le président. Et je peux vous dire que l'année dernière, le président me voit à Washington, il sort de l'ascenseur, il me dit, toi tu es encore là? Qu'est-ce que tu as à me suivre comme ça? Je dis, monsieur le président, je vous suivrai jusqu'à ce que vous fassiez en sorte que le Gabon marche dignement. Et ça, je lui ai dit. Il m'a dit, bon, suis-moi alors. Donc, notre travail, c'est d'être la courroie de transmission entre vous et eux là-bas. Parce que de l'autre côté, c'est pas facile pour nous. Vous comprenez? Ils disent, oh, encore ceux-là, ils sont venus nous prendre le boulot. Oh, encore ceux-là. Oh, ils parlent différemment. Parce que finalement, avec le temps qu'on a mis ici, on n'est même pas américain. On n'est même pas gabonais, on est au milieu. On est au milieu comme ça. Les chauves-souris. On est comme des chauves-souris. Et c'est ça. Donc nous, on apporte cette flavor qui est un peu différente des autres, mais il faut qu'on puisse s'adapter et s'accrocher à quelque chose. Voilà pourquoi le statut du Gabonais de l'étranger a changé. On va avoir 2 députés de la diaspora, c'est-à-dire des gens qui parlent différemment, qui se font entendre différemment. Et c'est à nous de parler, parce que si vous ne le faites pas, le Gabon là, il ne va pas s'arrêter parce que vous êtes la diaspora. Il ne faut pas s'arrêter parce que vous n'êtes pas là. C'est pour ça que nous, on essaie d'être la courroie de transmission entre eux et nous. Si on ne fait pas ça, on est fini. Donc, je suis d'accord avec ton discours, mais il va falloir l'orienter un peu plus sur les réalités en étant plus actif. Tu es senior banker, va au Gabon, fais 6 mois, forme des gens, et après, tu auras ta contribution. Si tu ne fais pas ça, tu resteras que des vaines paroles de personnes, je ne parle pas en particulier de toi, que des vaines paroles de personnes qui sont un peu aigries, qui ne soient pas considérées dans leur propre pays. Je vous remercie. Non, il va répondre. Oui, C'est pas... Je vais juste Il va répondre à la sœur. Vous êtes dans un pays de rêve. J'étais content d'être ici à Washington parce que pour moi, quand j'ai regardé la vie de Martin Luther King, qui pour moi est celui qui a implanté le plus la notion de rêve dans le cœur de ceux qui veulent changer les choses. La marche de Selma, je pense qu'elle s'est conclue là, en fait. Et je me suis dit, tiens, je suis dans le pays des rêves. Mais en réalité, je suis aussi mitigé parce qu'on nous vend des cauchemars. On nous vend des cauchemars. Ce que tu dis, et ce que j'ai vécu, et ce que Yannick a vécu, ce qu'on a vécu au Gabon, c'est la vente aux enchères des cauchemars. Et c'est moins cher.
Tout le monde ici a vécu ces cauchemars. Même les gens du régime. Surtout les gens du régime. Parce que le régime a ça qu'il blesse d'abord ceux qui sont dedans. Nous sommes traumatisés. Et nous avons un syndrome qu'on appelle le Schadenfreude. Le syndrome d'être heureux de la douleur d'autrui. On a ça au Gabon. Beaucoup sont heureux quand l'autre ne réussit pas. Et ce sont ces douleurs-là, en fait, qu'on doit effacer. On les efface comment? D'abord en entretenant le rêve. On n'entretient pas le rêve dans l'illusion. Parce qu'il ne faut pas être comme quelqu'un qui se shoot. Il faut voir ce qui se fait. Et petite victoire après victoire, dire oui. S'il y a un nouveau centre de santé, alors peut-être l'attente de quelqu'un ne mourra pas. Quand bien même la mienne est morte. Il y a des centres de santé au Gabon qui sont en train de pousser. Il n'y a pas une semaine, le centre de santé de Mouila a été inauguré. Quand on était au Gabon, mentalité d'abord à faire. On peut te donner un très bon centre de santé. Tu peux avoir une très bonne formation. Et puis tu décides de faire du business sur la vie des gens. Tu décides de ne pas venir au travail pour soigner celui qui est malade. Tu décides de ne pas venir opérer. Tu décides même de détourner les bouteilles de gaz. Parce que tu n'as pas la bonne mentalité. J'ai palpé, que j'ai vu. Et moi je suis très pragmatique. Et quand je trouvais la chose, quand bien même au début, en 2016, on nous disait, vous battez pourquoi? Vous êtes des Don Quichotte, vous n'aurez rien, vous n'y arriverez pas. On était là en se disant, nous on croit que c'est ça le bon chemin. Ça a pris le temps que ça a pris 8 ans de souffrance. Mais nous ne sommes pas au bout de ces souffrances. Pourquoi? Parce que le rêve est un sacerdoce. Ce n'est pas donné à tout le monde de rêver. Malheureusement, au Gabon pour contribuer. Je m'associe à ceux qui, comme moi, le font. Quand bien même ils ont des défauts, que moi aussi j'ai. Et je regarde d'abord les miens, parce que j'en ai. Je ne vais pas m'arrêter là. Alors oui, les priorités sont là où elles doivent être. L'infrastructure, aussi bien hospitalière. Et je vais terminer avec l'étranger. Tous les pays du monde, et encore plus les pays bantous, on va dire, ça c'est quoi l'étranger? On a tendance à se projeter parce qu'on vit ailleurs dans les réalités qui ne sont pas celles de nos pays. Vous ne pouvez pas aller au Sénégal et ne pas comprendre c'est quoi l'étranger. Vous n'êtes pas allé au Cameroun et ne pas comprendre c'est quoi l'étranger. C'est la question qui ne se pose même pas en fait. Parce que nous savons c'est quoi l'étranger. Nous ne sommes pas construits sur le fait, nous ne comprenons pas certaines notions, on les comprend. Quand un Gabonais va au Sénégal, il sait qu'il est étranger. Il ne veut pas être un Sénégalais, il est étranger. Tout ce qu'on veut, c'est ne pas être un sous-humain parce que tu es chez l'autre. On nous donne des droits, on nous donne des devoirs, on sait s'y conformer. Le problème qu'on a au Gabon est le suivant. Et là, je vous dis de manière très factuelle, pourquoi pendant le dialogue national inclusif, les gens nous ont expliqué des choses qui étaient très profondes. Est-ce que vous imaginez qu'il y a un décret qui interdit aux Gabonais de pêcher dans une zone déterminée où on pêche le plus de poissons? Si vous allez au Capral, ils vont vous dire zone C ou zone A, ça dépend comment ça s'appelle. On va vous dire que là, si un Gabonais arrive, et moi j'ai discuté avec les pêcheurs, j'ai même fait une vidéo là-dessus. Ils m'ont dit, Stéphane, quand cette loi est passée par les fils au CENI, pour nous interdire à nous d'aller pêcher du poisson sur nos propres zones territoriales, parce qu'ils voulaient favoriser ces gens, parce qu'ils ne se considéraient pas comme Gabonais. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être étranger. Ça a à voir avec le fait que je viens faire de la prédation dans le pays d'autrui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a expliqué qu'un Gabonais a osé s'aventurer, parce que c'est là qu'on trouve les meilleurs poissons. Il a été pourchassé par les gardes-côtes. Ils l'ont jeté dans l'eau et il s'est noyé. Ils ont repêché son corps. C'est une histoire qui est connue. Pour punir tous les autres de ne pas pêcher dans leurs propres eaux territoriales. Au Gabon, on n'a pas la préférence nationale jusqu'à présent, et là, ça commence maintenant. On a la préférence étrangère. Ça veut dire que quand tu dois aller acheter, faites le test. Si vous voulez ouvrir une boutique au Gabon, et c'est là où aujourd'hui, on a un régime qui se dit non, ça ne peut pas se faire comme ça. L'importateur n'est pas gabonais. Même vous là, quand vous envoyez, je l'ai dit l'autre jour, vous envoyez vos biens au Gabon. Qui est-ce qui importe? Vous n'avez pas de profil douanier. J'en suis sûr ici dans cette salle. Il n'y a personne qui a un profil douanier. Donc, un profil douanier, c'est un profil qui te permet d'être importateur. C'est-à-dire que c'est toi le vrai transitaire. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des frères sous couvert desquels on fait de l'importation. Et la marchandise arrive à Montboîte. Mais c'est un Burkinabé, c'est un Malien. Il a l'exclusivité quasiment de vos exportations ou importations. C'est lui qui se fait du beurre. Mais vous, vous êtes juste client. Et après, vous allez un peu négocier la douane. Mais lui, en tant qu'importateur,
c'est lui qui a le rôle le meilleur pour aller négocier avec le douanier. Et même quand la marchandise arrive, puisque c'est leur marchandise, et là je dis leur parce qu'ils savent très bien de quoi on parle. Comment vous pouvez arriver dans un marché, on vous dit que pour envoyer l'argent en Chine, il faut passer par un Malien. Et que si toi tu veux le faire, on va te casser les pieds. C'est pas possible. Et là le Gabonais se dit, mais c'est pas possible, moi aussi je veux le faire. On bloque. Je veux vendre comme boutiquier. On te dit, ah, c'est soit prix import, soit tu vas à Montboîte pour aller travailler avec Sissoko. Mais Sissoko ne va pas te vendre la marchandise au même prix pour que tu concurrences Moussa. À partir de ce moment, tu es déjà mort en guerre. Parce que Moussa, il va vendre un prix homologué, mais toi, tu vas vendre plus cher parce qu'on t'a vendu plus cher. Quel pays dans nos sous-régions fonctionne comme ça? Dites-moi quel pays. Et quand le Gabon dit étranger, il ne parle pas que d'une question de nationalité. Il parle du prédateur. Parce que nous sommes un des pays où il y a le plus d'immigration dans la sous-région. Il y a environ 30% d'étrangers dans la population gabonaise, ce sont les chiffres. Mais vous avez déjà entendu une chasse aux sorcières des étrangers au Gabon? Vous avez déjà entendu qu'on a sorti les machettes pour tuer les étrangers au Gabon? On n'est pas comme ça. Mais ce qu'on dit seulement, c'est que l'arbre ne peut pas grandir par les feuilles. L'arbre grandit d'abord parce qu'il y a des racines fortes. Et ensuite, on voit comment les feuilles font pour que l'arbre s'épanouisse. Mais au Gabon, l'arbre est renversé. On n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit parce que le mot étranger est difficile. On est tous étrangers quelque part. Ma soeur, si je n'ai pas parlé pendant longtemps, ce n'est pas parce que j'ai arrêté de combattre. Il faut savoir une chose. Dès que tu scléroses ta façon de fonctionner dans la vie, tu es déjà mort en guerre. L'activisme, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. C'est quoi l'activisme? C'est quand tu vois un problème, tout de suite tu te mets à l'action par du direct. Moi, je faisais ça avec Ali Bongo parce que je ne voulais pas discuter avec lui. Pour moi, en 2016, il avait tranché une ligne. C'était hors de question. Combien de fois ils sont venus nous voir pour qu'on échange avec eux? Pourquoi je vais discuter avec toi? Tu as tué tes frères. Tu n'es plus digne d'être président. Pourquoi je vais parler avec toi? Je ne peux être activiste avec Ali Bongo. Mais aujourd'hui, le président lui dit, qu'est-ce qu'il a franchi comme ligne qui va faire que je dise, ah non, lui là, je ne peux pas parler avec lui, c'est pas la peine. Donc s'il me dit, tiens, voilà mon numéro de téléphone. S'il y a un problème, tu m'appelles ou tu m'écris. S'il le dit à d'autres là. Vous croyez que je vais venir faire des lives sur les réseaux sociaux alors que mon objectif c'est que la situation change? Si les étudiants se plaignent auprès de moi au téléphone, je donne toujours mon téléphone. Et que je peux dire au directeur de l'ANBJ ou n'importe, monsieur le directeur, intervenez. Et que quelques temps après la situation est changée. Je n'ai pas besoin de venir chanter Cocorico. Parce que ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'est que s'il y a un problème et que je peux aider à le résoudre, je dis bien aider, que je fasse ce qu'il faut. Si vous me dites merci, merci. Vous ne me dites pas merci, je sais pourquoi je me suis engagé. Je ne me suis pas engagé pour des merci. Parce que le merci, là, il est souvent hypocrite. Et je le vis. Combien de personnes on a aidé ici? Les premières personnes qui nous ont crucifiés sur les réseaux sociaux. Malgré ça, on est devant vous. Toujours avec les mêmes impertinences, les mêmes attaques. On se dit c'est normal. Et là, je termine en concluant vraiment sur Martin Luther King. Il avait à face de lui des esclaves qui étaient convaincus qu'ils étaient nés pour être esclaves. Et quand il leur disait, vous pouvez être libre, j'ai un rêve pour vous, ils n'ont pas compris. Ils ont même, peut-être même qu'ils ont continué à le tuer d'après ce qu'on voit dans l'histoire. Mais on est habitué, c'est normal. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit arrêter de travailler pour le rêve. Parce que ce rêve, c'est pour mes enfants, mes petits-enfants, les vôtres aussi. Un jour, ils vont dire, quoi? Il y a quelques années, des gens mouraient parce qu'il n'y avait pas l'eau. Quoi? Il y a quelques années, les gens mouraient parce qu'ils dénonçaient le fait qu'il n'y a pas les routes. On va leur dire, oui, mon petit-fils. C'est vrai, il y a quelques années, c'était le cas. Heureusement, aujourd'hui, beaucoup se sont engagés. Et toi, tu as la route, tu as l'eau. Voici notre rêve. Faisons ce rêve ensemble. Achète ce rêve. N'achète pas le cauchemar. C'est tout ce que je peux te répondre, ma soeur. Merci beaucoup. On va manger. On va manger. On va manger. Dernière série de questions, on va manger. On va prendre une dernière série de questions. On l'a vu, j'ai 4 personnes connectées. Non, il est 3h, 4h. Attends, c'est ça que j'ai subi, moi. C'est pour ça que... Vraiment un décès terrible. Et ça, c'est bien avant que notre cher frère Solidi n'arrive. Et on a eu notre sœur Diane qui est partie au même moment, du même vent. Ce mauvais vent a pris tellement de gens. Et
si nous avons notre Olingi aujourd'hui, c'est pour une bonne cause. Et ce monsieur vient de loin. Ce monsieur vient de Ngema Olingi. Moi, je le choisis et je le dis clairement qu'il doit être le président de la République gabonaise. Yes. Parce que ce qu'il fait en ce moment, d'autres ne l'ont pas fait depuis des années. Nous avons un an. Et il a bien commencé. En un an, en 2 ans, il a beaucoup fait plus que ceux qui ont fait 50 ans, 100 ans, 1000 ans. Donc, supportons notre frère Brice Cotter Olingi pour que notre pays, le Gabon et la population gabonaise fait tout. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Merci déjà d'être venu. Donc, ma question serait directement à vous, les grands frères. Il y a Yannick qui est là, et puis il y a Washington, et bel et bien Alain Serge. Nous vous connaissons ici à cause de votre travail pendant des années comme activiste. Vous êtes toujours plein de choses qui n'allaient pas au Gabon. Aujourd'hui, nous vous retrouvons dans les rangs de, je dirais, ceux qui vont diriger le pays demain. Donc, nous, la jeunesse qui vous regardons, la seule question qui me vient en tête, c'est pendant longtemps, vous êtes battu pour que le Gabon arrive à, je ne sais pas, un développement voulu de tout le monde. Est-ce que demain, lorsque les choses iront mal, est-ce qu'on peut s'attendre à vous revoir, vous battre pour que la population soit plus ou moins satisfaite? Ou vous serez quasiment assis parce que vous aurez accompli vos personnels désirs, ou vous serez de retour avec la population pour qu'on puisse se battre pour un Gabon meilleur? Quelle sera votre position si les choses ne vont pas comme on souhaite? Bonsoir tout le monde. Bonsoir personne. Moi, ma question est une question à 2 volets. Mais je pensais d'abord que je ne m'attendais pas à échanger avec vous, ça c'est un. Parce que j'estime que vous n'êtes pas comptable de ce qui est en train de se passer. C'est vrai que vous êtes en train d'aider, vous êtes en train de supporter. Ce n'est pas personnel. Et on aurait bien voulu aussi avoir des personnes à qui on peut poser des questions et qui sont comptables en fait. Ce qui est bien, c'est que vous êtes proche du chef, c'est une bonne chose. Et ma question, c'est, le Gabon, c'est 2 millions. 2 petits millions. Le quartier de plusieurs pays. Et vraiment, il y a beaucoup de manquements. L'or et le diamant viennent d'être ajoutés dans les richesses du pays. Est-ce qu'on ne peut pas penser aux indigents, aux chômeurs, de telle sorte que nous puissions aussi avoir des allocations pour toutes ces personnes qui ne font rien en fait? Et c'est pour ça que je dis, vous n'êtes pas les bonnes personnes en fait. Parce que ça, vous n'avez pas la décision en fait. Mais je vous transmets ça quand même parce que vous tous, vous avez vécu à l'étranger et vous connaissez comment le système des autres fonctionne. Essayons de copier ce qu'on voit chez les autres pour en mener aussi chez nous en fait. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donald. C'est bon? Tout le monde? Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon, ça fait C'est bon, c'est bon, ça va être c'est bon. Troisième question. Non, c'est bon. L'autre, c'est la contribution. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Jacques Mougengi. Je vous ai entendu parler de projets sur l'habitat et aussi de projets sur l'investissement. Nous savons tous qu'au Gabon, nous avons un problème de mentalité. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui,
je me présente à aller construire, investir au Gabon, ouvrir une compagnie. Vous et moi, vous savez que l'administration gabonaise a un problème de ce qu'on appelle under the table. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au chef de l'État pour que ce genre de mentalité-là puisse changer? Okay. Merci. C'était sur quoi? C'est toi qui vas conclure. Oui. Je vais répondre à mon jeune frère qui a posé la question de savoir est-ce que si les choses sont mal faites, nous allons recommencer à faire ce que nous faisions avant. Qu'est-ce qu'on ne fait pas jusqu'aujourd'hui? Je vais justement vous reprendre en disant ceci. Ce qui a changé, comme l'a dit mon jeune frère Stéphane tout à l'heure, c'est que lorsque quelque chose ne va pas, nous avons la possibilité de contacter directement les personnes qui ont la décision de se faire changer. Et la chance que nous avons, c'est que celui qui est à la tête de l'État, le président de la transition, est quelqu'un qui écoute. Il écoute. Il prend le temps d'écouter. Il n'a jamais été pour nous l'intention d'aller sur les réseaux sociaux pour faire le buzz. Si on veut faire le buzz, oui, à chaque fois qu'il y a une situation qui ne va pas, oui, on va aller sur le net. Mais c'est pour faire le buzz et puis après. On veut faire le buzz ou on veut résoudre le problème. Et on peut vous dire, comme le disait mon frère Yannick tout à l'heure, parfois quand on rentre au palais, on n'est pas content de nous voir rentrer. Parce que nous avons une particularité. C'est que nous, quand ça ne va pas, nous disons clairement au chef de l'État, Monsieur le Président, ça ne va pas. Donc, maintenant, s'il arrête d'écouter, je ne pense pas qu'il arrêtera d'écouter, parce que ça ne fait pas partie de son éducation. Mais s'il arrête d'écouter, oui, moi, en ce qui me concerne, Landry, vous me reverrez. Mais ça n'arrivera pas parce qu'il écoute. Merci. Je pense que ce qui caractérise le mieux le régime actuel et surtout la volonté d'écoute du président de la transition, c'est qu'en réalité, quand on vous dit qu'il écoute, vous allez vous en rendre compte vous-même. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de revenir ici vous dire, vous voyez, il vous a entendu. Je vous prends au mot, madame. Attendez. Est-ce que je peux juste avancer? Je vous prends au mot, d'accord? Dans quelques temps, on va se reparler sur tout ce qu'on discute sur la diaspora. J'espère que vous allez m'appeler au téléphone pour dire « Ah oui, il écoute ». Je dis bien dans quelques temps. Okay? Je prends juste ça, je pose sur votre table. Mais au-delà de ça, tout à l'heure, il y a des questions qui ont été posées sur l'entrepreneuriat. Vous êtes dans le pays, je pense, où l'entrepreneur a le plus éloigné l'État de ses affaires. Je pense que dans la mentalité américaine, dès que l'État s'approche, l'entrepreneur dit non, j'ai pas besoin de toi en fait. Reste à ta place. Cette mentalité, on en a besoin au Gabon. Parce que nous, au Gabon, on est à l'inverse. On appelle l'État dans tout, surtout dans les choses les plus privées. Quelqu'un veut faire un investissement, il veut d'abord aller voir M. Oligui pour que M. Oligui lui donne on ne sait pas trop quoi. Là où, en fait, vous posez des questions qui vous concernent vous-même directement. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour changer la mentalité des Gabonais? Je ne vous demande pas, enfin moi je ne me dirais pas, qu'est-ce que je peux apporter à M. Oligui? Il n'y a rien à apporter à M. Oligui, à part le fait d'apporter cela au Gabon. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que le Gabonais, le Tingélé, Dakebe et autres, ait le mindset de la population américaine par exemple? C'est-à-dire des gens qui identifient, non pas des problèmes pour critiquer seulement, on a le droit de critiquer, mais des problèmes comme des opportunités de faire des choses qui permettent de changer le quotidien. Et de le changer rapidement. Au Gabon, beaucoup de gens ont beaucoup d'idées.
mais nous avons un problème pour passer à la pratique de la réalisation de l'idée. Au Gabon, beaucoup de gens ont beaucoup de projets, mais nous avons un problème pour structurer le projet, que ça devienne une affaire. Au Gabon, beaucoup de gens ont beaucoup d'envie de changer les choses, mais souvent, ils sont que sur l'associatif et l'assistanat. Et je voulais terminer sur l'assistanat. Quand on connaît la mentalité du Gabonais, faire des propositions qui semblent, en fait, ça semble tomber sous le sens. Nous allons faire un salaire minimum universel et tout ça, c'est très bien. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous le commerce, vous gagnez ta vie, va te dire que mon frère, ma soeur aux États-Unis, quand j'ai besoin, je l'appelle, elle m'envoie un Western. Vous envoyez l'argent pour quand vous construisez des maisons, certains les détournent cet argent, et quand vous arrivez, il n'y a rien. Là où au Mali, ils ne font pas pareil. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ou au Sénégal? C'est quand moi l'État qui me paye pour faire le ngori assis chez moi. Et tu me dis qu'il faut que j'aille encore chercher le travail. Tu cherches quoi dans ma vie? C'est quoi ton problème avec moi? Tu es ma malédiction? Il ne faut pas se tromper de solution face à une mentalité qu'on connaît très bien. Aujourd'hui, il est question non pas de donner au Gabonais le ngori, parce que quand tu lui donnes, il s'habitue. Il est question de lui donner. Ils sont ouverts. Qui est-ce qui va réorienter ce Gabonais le plus tôt possible vers ce genre de métier? Taxi Gabon, on en parle. C'est combien par mois? En moyenne, c'est 50 000 francs par jour qui restent en poche de Taxi Gabon. Je vous parle du réel. Vous pouvez regarder sur Internet. Moi-même, je me suis arrêté. Avec le taxi que tu vois là. Et en plus, je ne répare pas le taxi. Je dépose 20 000. Quand il y a une panne, je prends le taxi, je vais déposer à Taxi Gabon, il répare. Ça veut dire que le 1 million là, c'est le ngori dans ma poche. Il suffit que je travaille mon 50 000 par jour. Vous croyez pas que c'est pour ça que les gens courent pour aller chercher Taxi Gabon? C'est de ça dont les gens ont besoin, des métiers concrets. Un Gabonais, une boutique. Surtout ici aux États-Unis. C'est ce moment-là qu'on attend. Formons les jeunes très tôt. Moi, je suis même pour qu'il y ait des initiatives comme il y avait avant, où on fait les travaux pratiques de commerce dans les collèges, les lycées. On te donne de l'argent, on voit qu'est-ce que tu en fais au bout d'une semaine ou d'un mois. Parce qu'il faut qu'on donne l'habitude aux gens de travailler, de travailler dans ce genre de métier, pour qu'ils s'en sortent. C'est à nous d'amener ce genre d'idées. Créons même des chaînes de télé. Où sont les chaînes de télé qui vont parler, par exemple, du mindset, des success stories qu'on a, peut-être aux États-Unis, en France ou au Gabon? Où sont ces chaînes de télé? C'est l'État qui doit les ouvrir? C'est l'État qui doit les créer encore? Pourquoi? Pourquoi c'est pas nous? Pourquoi on ne s'associe pas? Voilà un peu ce qu'on est venu vous apporter comme message. Mais c'est un cri. Mais je sais qu'il y en a qui vont entendre ce cri et qui vont faire quelque chose. Et c'est là qu'il y aura le point de basculement. Et on va quitter de la douleur, de la rancœur, de la critique, qui parfois est malheureusement stérile et injurieuse, à quelque chose qui est une opportunité de terrain et qui change le quotidien de nos populations. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Les questions sont finies. Non, on va échanger. On va échanger. Ce que je voulais te dire, ma soeur, je me rappelle que lorsque le président était là, tu avais parlé d'un problème de terrain, non? Toi, je me rappelle. Et je peux te montrer, que j'ai changé de téléphone, mais il a répondu. Et il cherchait même à rencontrer ta famille pour essayer de voir exactement le problème foncier qu'il y avait, parce que c'est un problème général qui est au Gabon. Bon, ça, je me rappelle. Ce que je vais te dire, et pour poursuivre dans le sens de ce que Stéphane disait, tu es une banquière. Hein? Tu es une banquière, c'est très important ton métier, parce que être banquier, ça te permet de calculer le coût de la vie, le coût des investissements, le coût du risque dans un pays. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ont des projets. Il y en a beaucoup. Et la chose qui est intéressante, c'est qu'ils ont créé la banque du commerce et de l'entrepreneuriat. On ne lit pas l'adresse. Non, on sait où ça se situe. Je peux te la donner. On peut te la donner. Parce qu'elle n'est même pas sur Internet. Elle est sur Internet, il y a un site. Il y a un site, je peux te montrer. Tout à l'heure, il y a même un groupe WhatsApp, il y a un channel WhatsApp. Je la cherche donc. Il ne faut pas chercher. Donc, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'un pays qui est en transformation est en train d'offrir des possibilités au peuple. Les personnes qui sont les plus précaires aujourd'hui ont la possibilité de présenter des projets et de se les faire financer. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça n'existait pas avant. Il y a eu des banques et des banques et des banques. On sait comment c'est terminé. Mais aujourd'hui, on est en train de relancer la machine pour que tout le monde puisse investir. Le cas de Taxi Gabon est quelque chose de patent. Mais nous autres qui sommes là, il y a plein de projets dans ce sens qui sont des projets de métiers communautaires qui font en sorte que lorsque tu es menuisier, par exemple, tu as besoin de machines, tu montes un projet, on te finance. Le Gabon que nous essayons de construire, c'est un Gabon où les petits métiers
sont alignés pour pouvoir relancer le Gabon comme c'est le cas en Allemagne. Nous avons parlé aujourd'hui avec l'ambassadeur, il nous expliquait justement qu'il fallait qu'on stimule les petits métiers, parce que ce sont avec ces petits métiers qu'on pourra relancer le tissu économique et faire en sorte que le Gabon, qualitativement, puisse devenir quelque chose de viable. Voilà, moi j'ai un peu fait.